Avant de commencer, mes chers amis, je ne voudrais pas oublier de remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés récemment à cette chaîne. C'est vraiment super et c'est grâce à vos abonnements, à vos commentaires et à vos likes, que nous pourrons tous ensemble avancer et changer les choses pour transformer notre belle nation. Alors oui, merci infiniment mes amis, merci de bien vouloir continuer à interagir. Et aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous verrez comment vous et moi pourrions révolutionner notre France, cette France que nous aimons tous. Alors bien sûr, pas celle que nous connaissons actuellement, pas la France dans laquelle nous sommes tous soumis aux diktats des forces politiques nationales et supranationales. Bien évidemment, pas cette France-là. Alors voyez-vous, mes chers amis, en observant le désastre sciemment organisé depuis plus de 30 ans par une succession de gouvernements, soit incompétents, soit corrompus, souvent les deux, je ne peux m'empêcher de penser avec amertume et désarroi à tous ceux qui ont donné leur vie pour la France. Tous ceux qui ont combattu pour que notre nation résiste à l'envahisseur et que leurs descendants, c'est-à-dire vous et moi, nos enfants, nos petits-enfants, puissent vivre en paix. Ils ont versé leur sang pour que le peuple de France reste souverain et ne tombe pas sous le joug des forces nazies à l'époque. Alors aujourd'hui, bien évidemment, ce ne sont plus les nazis que nous devons craindre, mais une nouvelle menace, ou je dirais plutôt deux nouvelles menaces, que nos soldats tombés au champ d'honneur ne pouvaient pas imaginer une seconde. Les pauvres soldats d'antan doivent se retourner aujourd'hui dans leur tombe en voyant nos dirigeants, depuis plus de 30 ans, s'efforcer de mener à bien leur œuvre maléfique de destruction de notre civilisation judéo-chrétienne et le grand remplacement. Et le mot n'est pas trop fort. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs, rendez-vous compte, 500 000 étrangers rentrent chaque année sur notre territoire. L'équivalent de la ville de Toulouse tous les ans. Alors, ces propos, je suis désolé, mais n'ont rien d'extrémiste ou de fasciste, comme certains peuvent le dire. Je dirais même bien au contraire, car les défenseurs de cette politique suicidaire, en général de gauche, voire d'extrême gauche, ne se rendent pas compte à quel point par ce laxisme idéologiste, il crée un véritable appel d'air, qu'il favorise le business des passeurs, et qu'au final, nous avons entre autres des milliers de pauvres bougres qui finissent noyés dans l'océan Atlantique ou en Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Mais lorsqu'ils sont là, nous retrouvons des milliers de désœuvrés qui viennent s'entasser sous le périphérique parisien dans des conditions déplorables. Et ça, voyez-vous, c'est le résultat du vivre ensemble, ce fameux vivre ensemble des petits bobos gauchistes qui veulent que la France accueille toute la misère du monde, à condition que cette misère ne s'approche pas trop de chez eux. Alors cette hypocrisie-là me dérange profondément, je dois dire. Mais malgré tout, selon les derniers sondages, il semblerait que 72% des Français pensent que nous ne pouvons plus accueillir de migrants, car nos valeurs et nos coutumes sont trop différentes et que la cohabitation devient souvent insoutenable. Et voyez-vous, face à cela, les dirigeants le savent bien, ils connaissent ces sondages. Mais bien évidemment, jamais
jamais ils vont organiser un référendum sur ce sujet. Et pourtant, cela réglerait définitivement le problème, puisque le peuple aura parlé. Alors voyez-vous, c'est là où je veux en venir, sur le manque total de démocratie, sur cette démocratie parlementaire, qui est en quelque sorte une démocratie dévoyée, qui nous prive de toute décision sur l'immigration comme sur bien d'autres sujets. Et le général de Gaulle, à l'époque, ne s'y trompait pas lorsqu'il disait « La Cour suprême, ce doit être le peuple ». Alors à cet effet, je vous propose donc en 2027 d'organiser ce que Franklin Roosevelt appelait à l'époque le New Deal, lors de la grande récession américaine. Alors là, bien sûr, nous arrivons dans un autre volet que l'immigration, nous arrivons sur le volet financier, qui est également, je vous le rappelle, une véritable bombe à retardement. Et voyez-vous, parce que l'histoire se répète sans cesse, nous devons comprendre les signes, nous devons être capables de les interpréter. Quand je dis nous, je pense à nos élites, à nos dirigeants. Être capable de les interpréter, de les analyser et de les juxtaposer à l'histoire pour nous préparer et anticiper. Et en l'occurrence, la situation actuelle de la France, eh bien, devrait nous alerter, car elle reflète les mêmes symptômes prédicateurs que lors de l'effondrement de certains empires, comme l'Empire ottoman, l'Empire romain, ou plus récemment l'Empire austro-hongrois, ou lors des grandes dépressions financières, sociales, sécuritaires, car en général, tout cela va ensemble. Alors c'est pourquoi, mesdames et messieurs, en espérant qu'il ne sera pas trop tard, eh bien je vais vous faire 3 premières propositions pour 2027. Les autres propositions suivront dans les prochaines vidéos, tout simplement parce que je ne veux pas tout mélanger, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue et rébarbative, et je veux surtout vous laisser le temps de digérer les 3 premières. Alors, restez bien avec moi car c'est maintenant que votre avis et vos précieux commentaires sont indispensables. Et sachez que je consulte tous les commentaires et que je m'efforce d'apporter une réponse le plus souvent possible. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas également de partager massivement autour de vous cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner car nous pourrons ainsi continuer nos échanges constructifs. Voici donc 3 propositions, des propositions effectivement qui détonnent, je dirais, dans le paysage politique, ce paysage politique de menteurs, de beaux parleurs, de voleurs. Et voyez-vous, je suis persuadé que sans ces 3 premières propositions, eh bien, les autres ne sont même pas envisageables. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez aussi comprendre pourquoi ils vous mentent tous, ces beaux parleurs. Vous comprendrez pourquoi aucun homme ou femme politique ne fera ce genre de proposition. Car, comme je le disais dans une précédente vidéo, la soupe est bien trop bonne et les privilèges pour ces gens-là doivent perdurer quoi qu'il en coûte. Alors, cette option généralisée peut paraître radicale, catégorique, mais d'autres l'ont fait. D'autres l'ont fait. Je pense par exemple à Javier Milei en Argentine, qui en moins de 2 ans a combattu et chassé ce milieu corrompu péroniste. Il a réussi à réduire considérablement la pauvreté du peuple argentin. Il a supprimé les normes qui entravaient la croissance du pays. Voilà. La France aussi a besoin d'une cure de désintoxication, de mesures radicales, au détriment des profiteurs de tous bords, mais bénéfiques pour les forces vives de la nation.
les salariés méritants, les entreprises, les innovateurs, tout cela pour relancer la croissance, tout simplement. Alors, voici la première proposition. Je vous propose que nous abolissions la Ve République et que nous instaurions la Sixième République. Alors pourquoi, me direz-vous? Bien sûr, pourquoi ne continuerions pas dans la Ve République? Eh bien, car selon moi, la cinquième est à bout de souffle. Elle est aujourd'hui devenue une véritable république bananière, gangrénée par les affaires politico-judiciaires, le clientélisme, les petits arrangements. Et tout ce système a été conçu pour que cette machine perdure et soit toujours bien huilée. Nous devons, mesdames et messieurs, mes chers amis, faire le ménage. Nous devons faire place nette et ainsi transformer radicalement le système politique français. Comment voulez-vous, mes chers amis, remettre le pays sur pied avec tous ces profiteurs du système? 577 députés, 348 sénateurs, plus de 11 500 très hauts fonctionnaires, ce qu'on appelle les A+. Vous savez, ces grands corps d'État répartis en castes, issus de l'ENA, Polytechnique, l'École des mines et j'en passe et des meilleurs, tous confortablement installés avec des salaires, des indemnités et des privilèges incroyables. Nous retrouvons cette technocratie un peu partout d'ailleurs, jusque dans les régions et les départements. Alors voyez-vous, si ces privilèges n'avaient pas une incidence directe sur notre vie, sur notre pouvoir d'achat, sur nos impôts et nos taxes diverses, qui s'envolent, je vous le rappelle, nous pourrions dire, eh bien, tant mieux pour eux, pourquoi pas, ils ont fait de longues études, ils sont utiles pour la nation, alors soit, pourquoi pas? Mais non, ce n'est pas du tout le cas, mes amis. J'entendais récemment quelqu'un qui connaît bien ce milieu, pour l'avoir côtoyé durant plusieurs années. Il assure que ces gens-là ne servent pas à grand-chose, si ce n'est souvent à complexifier des situations simples à l'origine. Cela ne serait-ce que pour justifier leur présence quelque part. Et en fait, ils ne viennent, soi-disant, je n'ai pas été vérifié, ne viennent travailler que quelques petites heures par jour, et encore, quand certains ne se rendent pas à leur poste. Donc ça ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Je vais vous proposer la deuxième résolution, je dirais, ou proposition. Allez, restons sur le terme proposition. Afin de retrouver une véritable démocratie, nous devons envisager la modification des textes de la Constitution française du 4 octobre 1958, les textes relatifs à notre souveraineté et à notre démocratie. Alors il y a en premier lieu l'article 3 de la Constitution française. Alors j'ai heureusement préparé un petit peu ça, je vais vous lire l'article 3 tel qu'il est aujourd'hui. Excusez-moi. Alors, la souveraineté, article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Bon, pourquoi pas? Sauf que moi, ça ne me suffit pas. Je ne sais pas si vous, ça vous suffit, mais moi, ça ne me suffit pas. Parce que je considère qu'il serait nécessaire que la voie du référendum soit quand même plus marquée, plus présente au sein de cet article, qui laisse entendre quelque part que c'est bien la voie parlementaire qui prime. Et nous l'avons vu, l'histoire nous le démontre. Il faudrait, à mon sens, ajouter ou faire mention
du référendum d'initiative citoyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre plus souvent le peuple au centre du débat et de la prise de décision. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de faire appel tous les 4 matins aux Françaises et aux Français. Bien sûr que non. Mais qu'ils puissent s'exprimer sur les grandes décisions qui impactent leur vie quotidienne et ne pas laisser une poignée d'individus ultra politisés de tout décider à notre place. Ce n'est pas possible de continuer comme cela. Alors, il y a également, dans cette fameuse Constitution, l'article 11. Alors l'article 11 dit tout simplement, alors là je l'ai bien en tête, lorsque la proposition de loi, et là, attendez, lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, et là ça doit certainement vous faire penser à quelque chose. Alors, je recommence. Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de 2 ans suivant la date du scrutin. J'ai envie de dire oui, pourquoi pas? Si le peuple a refusé, et là j'en vois quelques-uns qui commencent à sourire et qui voient là où je veux en venir, si le peuple par exemple a dit non, eh bien on peut lui proposer à nouveau quelque chose qui a été modifié. Certains éléments qui ont poussé les Français à dire non, les modifier et 2 ans plus tard, leur proposer de revenir au scrutin pour s'exprimer de nouveau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En revanche, j'ajouterai la phrase suivante, qui elle est très importante. Cette phrase suivante qui dirait, par ailleurs, la décision du peuple ne pourra être remise en cause par la voie parlementaire. Eh oui, vous avez compris à quoi je fais allusion. Vous vous souvenez, le traité établissant une constitution pour l'Europe, qui a été rejeté à la majorité, je crois, de 54 ou 55% par référendum, le 29 mai 2005. Vous vous souvenez certainement de cela. Eh bien pourtant, les institutions permirent ensuite au président Nicolas Sarkozy de bafouer ce vote, en faisant adopter un texte jumeau. J'ai nommé le traité de Lisbonne. Voilà. Donc ça, pour moi, excusez-moi, mais ça ne s'appelle pas de la démocratie. Ça s'appelle de la trahison. Par conséquent, je pense que nous serions en droit, dès les premières semaines de cette 6e République, nous serions en droit de revoter sur le thème refus ou non du traité de Lisbonne, qui fut imposé par la force. Oui ou non? Est-ce que nous continuons dans cette voie-là? Après tout, pourquoi pas? Certains sont peut-être d'accord pour cela. Mais nous devons interroger le peuple français. Êtes-vous d'accord pour continuer à accepter ce traité de Lisbonne qui nous enferme un peu plus chaque jour? Oui ou non? Point. Ensuite, il y a l'article 55 qui est, je dirais, un petit peu dans la même veine de tout cela, puisque on se rapporte justement au traité de Lisbonne, quelque part. L'article 55 qui dit que les traités internationaux, entre autres européens, les traités internationaux ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales. C'est épouvantable, en quelque sorte. Cela revient à dire que nous abandonnons, avec toute la faiblesse qui caractérise nos dirigeants, nous nous abandonnons aux décisions de Bruxelles, en l'occurrence. Et ça, excusez-moi, mais c'est inadmissible
inacceptable. Par conséquent, afin de permettre au peuple souverain de pouvoir contester certains décrets européens qui nous ont déjà été imposés à ce jour, eh bien nous devrions modifier cet article 11 comme suit. Je vous le lis, je vous le dis comme je le pense. Les traités internationaux ou accords régulièrement ratifiés ne peuvent constituer une autorité supérieure à celle des lois de la République française. Tout simplement, ne peuvent constituer une autorité supérieure. Ça ne veut pas dire pour autant que nous refusons de ratifier les traités internationaux, bien évidemment. En revanche, nous refusons que des traités soient approuvés par une bande d'abrutis en faisant fi des intérêts de la nation. Ça, c'est une autre affaire. Et voyez-vous, mes chers amis, sans ces deux propositions que je viens de citer, instauration de la Sixième République, afin de faire le ménage et revenir à une vraie démocratie digne de ce nom, eh bien, sans cela, je ne vois pas très bien comment nous pouvons réformer notre pays. Sans tout cela, sans ces deux propositions, eh bien, certains continueront à s'en mettre plein les poches, à dépenser, gaspiller toujours plus des milliards et creuser encore et encore notre déficit. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous rappeler que le montant des intérêts de la dette que nous devons rembourser chaque année se situe en 2026 à près de 70 milliards. Ne pensez-vous pas, mesdames et messieurs, que cette somme colossale pourrait être affectée à d'autres fins, pour le bien-être de la population? Et là, j'espère que vous me donnerez votre avis. Alors, ma troisième proposition, eh bien, c'est la réduction des dépenses du train de vie de l'État. Et pour commencer cela, je vous propose 300 députés au lieu de 577. Déjà rien que pour commencer. À savoir que quand même, un député, à minima, entre son salaire, ses indemnités et compagnie, nous coûte à peu près, un député nous coûte 30 000 euros par mois. À peu près. Je vous propose également la suppression du Sénat. Alors je sais, il y a des gens qui vont faire des bons hauts comme cela, mais je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens, des hommes politiques et des femmes politiques l'ont proposé, mais à voix basse parce que dans leur petite tête, ils se disent « Oh là, oui, c'est vrai que le Sénat ne sert pas à grand-chose, mais peut-être qu'un jour je serai content d'y trouver ma petite place au chaud. » Donc ils en parlent, mais pas trop fort quand même, vous voyez. Je propose également la réduction du nombre de ministères. Eh oui, il y a des ministères, excusez-moi, par exemple le ministère de la Ville. Excusez-moi, mais si le ministère de la Ville, depuis le temps, avait été aussi efficace qu'on peut le dire, depuis le temps, ça se saurait. Je propose également la suppression des ministres délégués. Parce que alors là, nous sommes dans le millefeuille habituel, voyez-vous. Nous avons le ministre, nous avons les ministres délégués, nous avons ensuite les secrétaires d'État. Enfin voilà, nous avons toujours, c'est typiquement français ça, hein, le millefeuille qui ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc moi je propose effectivement une réduction une suppression de certains ministères et des ministres délégués. Une réduction également du nombre de hauts fonctionnaires dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne dis pas qu'il faut tous les supprimer. Il y en a bien évidemment qui sont utiles. Les ministres, le Premier ministre, ils ont besoin de ces hauts fonctionnaires de l'État
qui peuvent leur donner des impulsions, des directions. C'est très important. Mais franchement, 11 500, je crois. Est-ce qu'on a besoin de 11 500 fonctionnaires grassement payés? Je propose également, toujours dans cette idée de réduire les dépenses de l'État, la suppression de l'AFD, l'aide française au développement. Je crois que l'AFD, il me semble qu'on est aux alentours de 13 milliards. C'est-à-dire que nous envoyons de l'argent des contribuables un petit peu partout, en Afrique essentiellement, dans des pays qui ne peuvent pas nous voir. Et je connais bien l'Afrique, très bien, et je peux vous dire que l'argent qui est envoyé par l'aide française au développement, le Fonds monétaire international et autres, finit toujours dans les mêmes poches. Ce sont toujours les chefs d'État africains qui s'en mettent plein les poches et que ces pays-là n'évoluent absolument pas. Toujours autant de villages qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau, toujours des routes défoncées, ça ne change pas depuis des décennies et des décennies. Mais nous continuons à envoyer de l'argent régulièrement. Je pense qu'il doit y avoir des retours, vous savez, des retours de boomerang. L'argent doit en partie revenir vers ceux qui ont donné leur absolution à cette affaire. Alors, je propose également la suppression des agences de l'État qui n'ont aucune utilité ou qui comportent bien souvent des doublons insensés. Voyez-vous, par exemple, dans le domaine de la santé, vous avez les ARS, les agences régionales de santé. Vous avez l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament. Vous avez l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la Haute Autorité de santé, Santé publique France. Et là, ce ne sont que les principales agences. Vous voyez tous ces gens qui prennent soin de vous. C'est de la folie, de la folie. Et sachez qu'on retrouve ce gaspillage de l'argent public dans tous les domaines, avec des présidents, des vice-présidents, des directeurs généraux, des directeurs moins généraux. Non, mais c'est une folie. Tous ces gens qui sont grassement payés avec nos impôts. Je propose également la renégociation de la dette auprès des bailleurs internationaux, et tout particulièrement auprès de la BCE, la Banque centrale européenne qui a déjà depuis longtemps placé la dette, et celle de la France particulièrement, dans son bilan. Je propose également la suppression des aides à l'immigration. Et voyez-vous, l'obligation, ça c'est important, l'obligation de présenter annuellement une preuve de vie auprès de l'ambassade de France pour les Français résidant à l'étranger éligibles à la pension de retraite. Je m'explique. Voyez-vous, moi je suis retraité et chaque année, je dois apporter la preuve que je suis toujours en vie. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de retraités d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, qui ont travaillé une très grande partie, voire toute leur vie en France, et qui ont droit, bien évidemment, à la retraite. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et certains d'entre eux sont repartis dans leur pays d'origine pour être aux côtés de leurs proches, vivre leur vieillesse dans le pays qu'ils aiment, quoi. Et ça, tout ça, c'est normal, c'est légitime. Mais là où ça devient anormal, c'est que certains d'entre eux sont décédés depuis de nombreuses années. Et nous continuons, sans aucun regard, nous continuons à payer des retraites à des personnes qui sont décédées. Voilà. Donc ça, c'est pas normal. Et il faut régler ce problème-là. Nous avons des ambassades ou des consulats dans tous ces pays. Il suffit tout simplement que les gens donnent la preuve qu'ils sont toujours en vie en se rendant tout simplement à l'ambassade de France ou au consulat.
en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Mali, au Sénégal, voilà, tout simplement. Je propose également la mise en place, enfin, de la carte vitale biométrique. Ça fait des années qu'on en parle, mais personne ne le fait. Personne ne le fait. Alors que nous savons qu'il y a des milliers de cartes vitales qui sont dans la nature, qui sont utilisées frauduleusement. Mais ça, personne ne veut aborder ce sujet. Je propose également la suppression des sous-préfectures et la vente du foncier de ces sous-préfectures. Alors, quelqu'un m'a dit, c'est idiot ce que tu dis, parce que les sous-préfectures sont très utiles. Ah bon? Eh bien moi je vais vous dire, je me suis rendu récemment dans ma préfecture, des Pyrénées-Atlantiques. J'avais besoin de renseignements particuliers. Là je parle de préfecture, je ne parle pas de sous-préfecture. À l'accueil, j'étais reçu gentiment par une jeune dame, mais qui m'a dit ah non, mais ici il ne se passe plus rien, hein, on est désolé, mais vous devez aller sur Internet parce que ici, voilà, on ne reçoit que les personnes qui viennent chercher des visas, en fait, voilà. Mais sinon, tout le reste, non, non, vous allez trouver les réponses. Enfin, j'espère pour vous, vous trouverez les réponses à vos questions sur le site de la préfecture. D'accord, très bien. Bon. Donc en fait, les préfectures sont numérisées aujourd'hui. D'accord. Donc imaginez un peu ce que ça... Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez déjà fait appel à des sous-préfectures, moi jamais. D'accord. Je ne vois pas à quoi sert une sous-préfecture. Moi je demande qu'on m'explique, après tout, pourquoi pas. Hein. Mais pour moi, une sous-préfecture, ça ne sert plus à grand-chose. Et pourtant, on continue à nommer des sous-préfets. Régulièrement, dans mon département, il y a une sous-préfète qui a été nommée récemment. Enfin récemment, il y a un an ou deux, je crois. Voilà. Donc j'ai du mal à comprendre tout cela, voyez-vous, mais enfin si, non, je comprends, ça reste le fameux clientélisme, le fameux copinage dont je parle régulièrement. Voilà. Alors, je propose également, et là j'aimerais que vous me donniez votre avis, je propose de réformer la Cour des comptes. Comme vous le savez toutes et tous, la Cour des comptes n'est que consultative. Elle n'est que consultative. Ça veut dire quoi? Elle pond à longueur d'année des rapports dont tout le monde se fout royalement. Voilà. Tout le monde se fout des rapports, mais ils continuent à en sortir régulièrement pour justifier leur statut et leur position. Eh bien pour moi, la Cour des comptes devrait ne plus être consultative, mais coercitive. Il faut que la gouvernance de la Cour des comptes soit majoritairement placée sous l'autorité de techniciens des finances publiques, et non plus de politicards. Je propose au sein de cette fameuse Cour la création de brigades financières indépendantes pour la lutte contre les gaspillages et la corruption, et cela sur l'ensemble du territoire, avec des objectifs clairs, contraignants, avec des actions correctives obligatoires. Et là, nous allons pouvoir faire des économies à tous les niveaux, je peux vous assurer. Et enfin, nous devrons rechercher la responsabilité des acteurs politiques et économiques qui ont conduit la France dans la situation actuelle. Cette situation de chaos total. Et encore, nous n'en sommes qu'au début. Il faut pour cela prévoir des enquêtes sérieuses, indépendantes de toute sensibilité partisane, bien évidemment, avec derrière cela des jugements et des condamnations si responsabilité avérée. Et je pense que vous comme moi, nous avons des noms déjà qui courent dans nos petites têtes. Nous les connaissons déjà, tous ces gens qui nous ont mis dans cette situation catastrophique. Voyez-vous, selon mes sources et mes investigations auprès de certaines institutions ou de documentation aussi,
d'informations précieuses et précises auprès des services des douanes, par exemple. Voyez-vous? Eh bien, après tous ces calculs, tous ces contrôles, je pense que nous pouvons envisager une économie substantielle que je situe entre 65 et 70 milliards chaque année. Des économies d'échelle à redistribuer aux Français, aux PME, aux TPE, aux ETI, afin de relancer la croissance. Nous savons tous très bien qu'augmenter toujours plus les impôts et les taxes nous amène droit dans le mur. C'est contre-productif au possible. Et voyez-vous, plutôt que de chercher toujours de nouvelles recettes, en allant chercher et piocher dans la poche de ceux qui travaillent, eh bien je propose que nous baissions radicalement les dépenses idéologiques et qui profitent à quelques nantis. En résumé, je suggère tout simplement l'abolition des privilèges, comme durant, vous savez, la Révolution française de 1789. Alors bien sûr, bien évidemment, en évitant les dérives, voire les exactions qui ont suivi, il n'est pas question de ressusciter Danton ou Robespierre. Voilà mes amis, je vous laisse tranquillement méditer sur ces quelques propos et me dire surtout ce que vous en pensez. Dans les prochaines vidéos, j'aborderai la partie militaire et diplomatique, avec entre autres une question majeure. Sortie du commandement intégré de l'OTAN. Alors attention, je ne dis pas sortir de l'OTAN, mais du commandement intégré, ce que le général de Gaulle d'ailleurs avait fait à l'époque. Il faut en sortir pour éviter de suivre, comme des moutons, les va-t-en-guerre qui nous emmènent vers des conflits qui ne sont pas les nôtres. Nous aborderons également les problèmes d'immigration, de délinquance, de narcotrafic qui détruisent les villes et les campagnes françaises. Et vous verrez que les problèmes sont bien loin d'être insolvables, car justement, certains de nos régiments pourraient être déployés aux côtés des services de police et de gendarmerie, qui ne peuvent plus assumer leur mission face à une délinquance devenue incontrôlable et ultra-violente. Alors j'entends certains me dire, comme je l'ai entendu plusieurs fois, que ce n'est pas le rôle de l'armée. Eh bien si, justement. Si. Alors qu'aujourd'hui notre président de la République veut régler les problèmes du monde entier, alors qu'il n'est même pas en mesure de venir à bout de la sécurité de notre propre pays, de son propre pays, quoi de mieux que de faire appel à quelques contingents formés à cet effet, pour que l'autorité de l'État soit retrouvée auprès de ces populations à problème. Alors voilà mes amis, en tout cas je vous remercie infiniment de votre attention. Surtout n'hésitez pas à liker, à partager massivement également, et puis laissez-moi vos commentaires parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je les lis pratiquement tous et je réponds également le plus souvent possible, car je lis des commentaires très intéressants. Voilà, donc en tout cas, écoutez, prenez soin de vous, comme je vous dis souvent, prenez soin de vous, et puis, eh bien, à très vite. Allez, au revoir.